moi, je cherche ma liberté. Moi, je cherche à rentrer en France. Donc, tant que ce mec, Macron, il est au pouvoir et tant que des juges le protègent, moi, j'attaque. Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert, je suis français en exil depuis 4 ans parce que j'affirme que des autorités françaises, des gens de l'État ont décidé de me tuer. Voilà. Il y a quelques années, ils commençaient par vouloir m'envoyer soit en prison à partir de la base de faux documents, c'est-à-dire des policiers, des magistrats ont fabriqué des faux documents, des gens des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ensuite, ils ont tenté la psychiatrie. Je n'ai jamais mis les pieds en hôpital psychiatrique. Et puis, dernièrement, tout simplement, ils veulent me tuer, faire passer ça pour un suicide. Je vais donner des détails. J'ai d'autres vidéos où j'explique tout ça. Il faut savoir qu'en 2014, j'ai été témoin d'une affaire une affaire d'État avec des policiers, une plaque des véhicules administratifs. Donc, c'est vraiment la plaque de l'État avec le A à l'époque. Et qui venait du 06, c'est-à-dire des Alpes-Maritimes, alors que j'habitais dans les Bouches-du-Rhône. Donc il y a eu une affaire comme ça, je suis témoin, à la fois témoin et victime de ça, et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire qu'ils s'en sont pris à d'autres personnes qui, elles, sont tombées. Moi, je m'en suis sorti, j'ai quitté la France, j'ai dû fuir il y a quelques années, et voilà. Et là, il y a une accélération des choses. On monte en puissance. Moi, c'était sous François Hollande, maintenant c'est sous Emmanuel Macron, et je voudrais parler des disparitions forcées, ce qu'on appelle les disparitions forcées, qui peuvent faire tomber Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui apporte son nom, qui signe sur des ordres d'assassinat. Je vais donner ça. Il y a quelqu'un qui est mort, Laurent Pasquali, il a été tué par des militaires français parce que Emmanuel Macron a signé son acte de mort. Une autre personne, Marie-Hélène Digny, a failli mourir. Elle s'en est sortie par chance, par le voisinage qui a alerté la police. La France est signataire d'une convention contre les disparitions forcées et on va voir ce que sont les disparitions forcées. C'est un point qui est très important parce que qui peut faire tomber Emmanuel Macron, c'est des ordres de faire disparaître des personnes, c'est-à-dire soit les tuer, soit les soustraire à toute aide, c'est-à-dire on les met en prison, on dit pas où ils sont, voilà, on les met il y a deux endroits principalement où on peut les mettre. Alors à certaines périodes, c'était par exemple sous l'époque soviétique, on les mettait dans des goulags, voilà. Mais là, en France, en prison, ils sont visibles, on sait qu'ils sont là, ils ont le droit d'avoir la visite de la famille, donc ce n'est pas une disparition forcée. Une disparition forcée, c'est on prend la personne, on la met en psychiatrie dans des salles fermées et on ne prévient personne, on dit non, on ne sait pas où est la personne, où elle est partie. Et voilà, après on les libère. La disparition forcée, c'est pas forcément tuer. On va voir les définitions. Donc c'est les agents de l'État qui participent à ça encourent la perpétuité. C'est un passage devant une cour d'assises. Et on va déjà commencer sur la définition je vais aller un peu plus loin sur la définition des disparitions forcées. Et ensuite, on va voir ce qui a commencé avec François Hollande et qui s'est poursuivi avec Emmanuel Macron. Donc, les disparitions forcées, c'est selon l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées. C'est, je cite, l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Donc ça, c'est extrêmement grave parce que c'est un peu comme c'est pas un peu c'est quand on arrive dans des dictatures, c'est-à-dire on peut se dire mais qui fait des disparitions forcées? À l'époque, on va dire qu'en France il y en avait pas et ils disent aujourd'hui qu'il y en a pas, mais je sais qu'il y en a et je vais détailler lesquels. J'ai déjà donné quelques noms tout à l'heure. Une disparition forcée, c'était par exemple dans des dictatures, en Argentine ou dans d'autres pays, où on prenait des milliers de personnes. Je crois de mémoire, je crois que c'est 5000 personnes en Argentine qui ont disparu. En France, lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie, les autorités françaises ont également fait disparaître plusieurs personnes. Il y a des cas dans différents pays. Récemment, c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a eu, c'était au Congo-Brazzaville, il y a eu 300 familles qui ont été mises dans des conteneurs et jetées dans le fleuve. Elles sont mortes.
Voilà, 300 personnes. Ça s'appelle les disparus du beach. Et il y a plusieurs cas comme ça. Alors ça peut être des cas massifs, mais ça peut être aussi des cas individuels où les uns après les autres, ils viennent chercher les personnes. Quand je disais que c'est très grave, c'est parce que comme c'est les autorités de l'État, il va y avoir des juges qui vont fausser les enquêtes. Et là, par exemple, dans le cas de l'affaire de l'assassinat de Laurent Pasquali, la juge, je peux le dire, que c'est une grosse pourriture qui fait tout pour que les assassins soient relâchés. Et quand on dit, quand les juges, les magistrats, donc les magistrats, ça peut être des procureurs qui vont fausser des enquêtes, etc. Et quand ils veulent libérer, quand ils veulent relâcher les assassins, qui sont souvent des militaires, par exemple pour le cadre de la France, ce sont des militaires de la DGSE, c'est pour que ces gens-là continuent à assassiner. C'est très grave, c'est très grave. Alors, donc ça, une fois que l'on voit que l'ordre a été donné, parce que c'est pas des militaires qui vont se dire ah ben tiens je vais aller tuer quelqu'un. On a vu dans la définition des disparitions forcées qu'il y a l'acquiescement des autorités de l'État. Il y a quelqu'un qui va signer. Il y a pas de militaire qui va se dire bah tiens je vais aller buter quelqu'un. Aussi ça peut arriver, mais je veux dire ça c'est des faits divers et ça s'arrête là. Mais là on est sur une organisation. C'est la base de CERCOT, le service action de la DGSE plus précisément, avec des membres qui font ce qu'on appelle des opérations homicide d'État. Il y a eu une enquête de complément d'enquête sur France 2, et on cite ce qu'est une opération d'État. Je retrouve le texte. Voilà, donc c'est le journaliste qui dit, voilà, Daniel souhaitait avoir des équipes opérationnelles pour vraiment multiplier les contrats homo, comme ils disent. C'est-à-dire les contrats homicides, par exemple, d'État. Présentés comme tels. Voilà, donc il y a eu complément d'enquête sur France 2 qui a parlé de ça. Et on va citer, donc là les militaires se sont fait arrêter. Mais il y a les juges qui sont en train de fausser l'affaire, qui sont en train de dire ah non c'est pas une opération d'État, c'est des militaires qui se sont trompés, ils ont cru, voilà, mais ce n'est pas vrai. Et là on va voir qu'il y a il dit voilà, Daniel c'est un participant qui lui est civil, il n'est pas militaire, et il souhaitait avoir des équipes opérationnelles sous la main pour vraiment multiplier les contrats homo. Et le journaliste qui pose la question, ça veut dire des contrats homicides, et il dit voilà, d'État, des contrats d'homicide d'État. Et là, on va arriver sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire comment, par exemple, Emmanuel Macron est arrivé au stade de pouvoir signer ce type de contrat. Et il a eu un prédécesseur qui est François Hollande. On croit que c'est un imbécile à son air, mais en fait, c'est un pourri, voilà, qui a reconnu dans un livre qui s'appelle Un président ne devrait pas dire tout ça, ou j'ai plus le titre en tête, et il a reconnu avoir signé 8 ou 10 assassinats d'État, et d'autres journalistes sont venus confirmer, et ils ont même dit non, il y a même eu jusqu'à 80 personnes qui ont été tuées. Alors très souvent c'est des djihadistes à l'étranger, à l'époque de François Hollande. Mais après, il va y avoir des dérives. Et on va voir, je rappelle que c'est interdit. C'est-à-dire que même si vous avez des terroristes à l'étranger ou en France ou quoi, sauf s'ils sont sur le moment en train de faire un massacre, là, ok, vous pouvez les tuer pour empêcher le massacre. Mais s'ils prévoient de poser une bombe dans un mois ou quoi, ou même dans 2 jours, vous les arrêtez tout de suite et vous les interrogez, vous démantelez le réseau, vous n'allez pas les tuer parce que sinon ils pourront plus parler. Ça c'est une règle de base que voilà, sauf que certains présidents peut-être ne veulent pas que les terroristes parlent pour pas dire qui les finance. Voilà, ça c'est une parenthèse que je referme. Autre chose, je prétends être victime, donc moi je dis que ils veulent me tuer. Il y a des psychiatres qui ont inventé que je voulais me suicider. Donc pourquoi des psychiatres avec des policiers, pourquoi ils écrivent ça? J'ai pas envie du tout de me suicider. Ils sont fous les gens. Et tout simplement parce que ils veulent vous tuer et faire passer votre mort pour un suicide. Voilà. Et après, le psychiatre, il dira, ah ben oui, moi j'ai vu Monsieur Aubert, je confirme qu'il veut se suicider. Ce n'est pas vrai. Ne croyez pas ce qu'il va se dire après. Et je veux sauver ma peau. Je la sauverai. Je referme la parenthèse à propos de moi. Je reviens sur François Hollande. Donc, François Hollande, il a écrit ça. Et ensuite, c'est Emmanuel Macron qui est devenu président.
quand il devient président. Le fait que François Hollande ait écrit dans des journalistes et relaté les propos de François Hollande, qu'il n'a pas nié et qu'il a confirmé, qu'il signait des opérations d'homicide d'État, ça veut dire pour Emmanuel Macron, Emmanuel Macron c'est un taré, je pense que c'est quelqu'un qui est dissocié psychiquement. C'est-à-dire, je laisse pour l'instant cet aspect-là, je suis pas psychiatre. Et juste que Macron, ça semble être vraiment un tordu. Quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'il va signer une autorisation de mise à mort de quelqu'un, tant il jouit. C'est à ce point, c'est grave. On va revenir plus tard sur pourquoi Emmanuel Macron il est comme ça. Donc le fait de savoir qu'il a eu des prédécesseurs, parce qu'il faut pas croire que parce qu'il est président qu'il a accès à tous les noms des précédents présidents qui ont donné des ordres d'assassinat. Exemple, François Hollande, lui il sait pour qui il a donné des ordres d'assassinat, mais il n'a pas accès aux ordres d'assassinat donnés par Sarkozy, son prédécesseur. Parce que sinon, déjà, ça ferait un scandale. Et Sarkozy n'a pas accès aux ordres donnés par Chirac, si Chirac en a donné, etc. Et on peut remonter longtemps comme ça. Donc chacun, il y a un secret défense. Et quand on arrive à Emmanuel Macron, pour les gens qui sont dans son entourage, parce que Emmanuel Macron il ne connaît pas Laurent Pasquali, Emmanuel Macron ne connaît pas Marie-Hélène Digny, Emmanuel Macron ne me connaît pas. Donc il n'a pas de raison de signer ce type d'ordre d'assassinat. Alors, mais par contre, pourquoi on lui autorise? Parce qu'on lui dit, regarde, ton prédécesseur, il avoue, donc François Hollande, il avoue qu'il signe ça parce que ça fait partie, soi-disant, parce que c'est faux. L'État n'a pas le droit de tuer des gens à l'étranger. Et on lui dit, regarde, ton prédécesseur le dit, toi, tu vas faire pareil. Et là, Macron, il est tout content. Ah, je peux tuer des gens, je peux faire tuer des gens. C'est-à-dire, j'insiste, Macron, c'est un malade mental. Et le fait de croire qu'il peut signer juste par sa signature une autorisation de mort, ça lui donne l'imagination qu'il a du pouvoir. Alors, c'est pas Emmanuel Macron qui va décider de tuer plein de monde, mais c'est l'entourage d'Emmanuel Macron, des gens qui le, entre guillemets, manipulent. J'aime pas beaucoup ce mot parce que manipuler, ça veut dire toucher quelqu'un. Bon, même si lui, il aime tout. Bon, voilà. Donc, je reviens sur l'affaire Pasquali. Quand vous faites un assassinat, quand vous ordonnez des meurtres, c'est interdit. C'est-à-dire, réfléchissez. Dites-moi, dans les pays démocratiques, réputés démocratiques, quels sont les services secrets, quels sont les organismes d'État qui disent qu'ils ont donné l'ordre de tuer quelqu'un? Est-ce que aux États-Unis, est-ce qu'en Allemagne, est-ce qu'en Angleterre, est-ce que même en Israël, est-ce qu'ils disent, nous, on tue officiellement. Alors je sais, il y a des exceptions. Il y a eu Ben Laden, soi-disant qui a été tué. On ne sait pas s'il a vraiment été tué ou non. Par certaines personnes de l'État. Mais il n'y a pas, par exemple, vous n'avez pas une liste d'une cinquantaine de personnes alors que ça se fait. Donc ils restreignent ces informations et les militaires ne sont pas censés avoir le droit de tuer. Un militaire ne va pas prendre l'initiative, lui il connaît pas les gens, donc il va pas prendre l'initiative d'aller tuer quelqu'un. C'est qu'on va lui donner l'ordre, on va lui donner un contrat. Et lui il va dire je risque la peine de mort si je vais tuer quelqu'un alors que je n'en ai pas le droit. Donc il va demander des assurances, des garanties. Et on va lui montrer le papier, donc ça va être ses supérieurs à lui. Donc à Sercotte, c'est la numéro 3 de la base, Sercotte, donc du service action de la DGSE. Qui va produire ces papiers. Ils vont faire des complications parce que ils n'ont pas le droit d'obéir, même des militaires n'ont pas le droit d'obéir à un ordre illégal. Quand vous dites à quelqu'un va tuer ça, c'est un ordre illégal en France. On sait qu'on n'a pas le droit de tuer les gens. Donc ils vont mettre des sociétés privées, des intermédiaires privés. Dans l'affaire Pasquali, c'est l'intermédiaire, il s'appelle Sébastien Leroy. Et les militaires vont avoir la confirmation ou non de la signature. Par exemple, on pourrait dire, mais c'est quelqu'un qui a imité, avec un Photoshop, ils ont imité la signature de Macron, il n'a pas donné cet ordre, ok, bon, d'accord. Mais le militaire s'en fout. Et qui aurait fait ce faux? Par exemple, la numéro 3 de la base de Sercotte, non, elle non plus, elle va pas prendre le risque de faire du Photoshop. Donc en fait, c'est qu'il y a vraiment des gens qui obtiennent ces autorisations
On donnera ça dans cette affaire. On voit même qu'il y a l'autorisation de l'Élysée. Ils appellent ça le palais. C'est l'Élysée qui donne qui signe ces ordres. Et voilà. Et ça a commencé sous François Hollande, cette officialisation, qui est fausse, je rappelle. Dans la tête de beaucoup de Français, les gens ils croient que on a le droit que l'État a le droit de tuer certains citoyens. Non, ce n'est pas vrai. On peut prendre des cas d'assassinat, par exemple l'affaire du Rivotril. Donc en avril 2020, au moment où il y avait le Covid qui arrivait, ils ont voulu faire peur aux Français pour vendre plus tard, pour leur faire prendre les vaccins, et ils ont dit qu'il y avait beaucoup de morts. Et pour ça, ils ont autorisé des équipes à euthanasier des personnes âgées. Il y a eu, je crois, entre 6 000 et 8 000 morts. C'est énorme de personnes tuées dans l'affaire du Rivotril. Mais il n'y avait pas la mention des noms. Ils n'ont pas dit dans le décret, allez tuer telle personne, telle personne. Ils ont dit, ok, prenez n'importe quelle personne qui semble malade, à ce moment-là, vous l'euthanasiez. Donc ça, c'est des ordres qui sont non nominatifs. Donc on peut pas dire, ah ben non, il a voulu tuer telle personne. Et dans d'autres affaires, par exemple, contre les gilets jaunes, quand le ministre de l'Intérieur il autorisait les tirs de LBD, etc., pour les éborgner, pour les tuer, pour casser les mâchoires, tout ça, on suppose que ils allaient tuer, ils ont tué des gens, mais on va dire c'était en marge. Mais ils espéraient faire peut-être des morts, donc c'était à 10 mètres de distance les tirs de LBD. Et récemment, il y a eu un décret qui est passé qui autorise à 3 mètres. Donc là, ils vont tuer des gens. Mais on ne sait pas qui. Ce n'est pas un acte nominatif. Ils n'ont pas dit on va tuer telle personne. Et par rapport à l'affaire de Laurent Pasquali, ce qui va changer, c'est que on écrit Laurent Pasquali peut être tué, peut être éliminé. Et ça, c'est très grave parce que il n'existe pas en France de pouvoir, de loi qui autorise de tuer les gens. Et ça peut monter jusqu'à, alors c'est l'ONU, il faut que je reprenne mes sources, mais qui pourrait condamner la France. Et là, je maintiens qu'on destitue Macron. Quand on arrive à prouver que... Et ça viendra dans d'autres vidéos, j'apporterai d'autres preuves. Celle-ci, c'est juste un petit aspect rapide. Mes vidéos sont longues, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est-à-dire, il faut que vous passiez, les personnes que ça intéresse, vous devez passer 3, 4, 5 heures dessus. Sinon, vous ne comprendrez pas. C'est pas en 30 minutes que vous comprendrez les affaires, même pas en 1 heure. Donc il y a toute une affaire d'État derrière. Et donc moi, je dois rentrer en France. Je suis un innocent. Je n'ai rien fait de mal. Mon casier judiciaire, il est vierge. Je le montre dans d'autres vidéos. Voilà. Donc en théorie, ils disent qu'ils ne me poursuivent pas. Moi, j'y crois pas. Si je rentre en France, ils me tuent. Et ils font passer ça pour un suicide. Voilà. Donc j'attends que tous les faux documents faits par des policiers, des magistrats, tout ça disparaissent en France et ensuite je pourrai rentrer. Mais actuellement, je suis susceptible d'être tué. Je reprends ce que disait François Hollande. Ils disent qu'il a donné des ordres de tuer, donc que les soldats français, les militaires français de la DGSE vont tuer des gens, dont il y a eu 8 Français qui ont été tués à l'étranger. Est-ce que vous croyez oui ou non, que moi là je suis réfugié à l'étranger, qu'ils vont envoyer des militaires me tuer à l'étranger? Moi j'y crois pas trop. Je pense être en relative sécurité. Par contre, dès que je rentre en France, ces mêmes militaires qui ont beau s'appeler DGSE, c'est-à-dire des services extérieurs, ils tuent les gens en France. Voilà, ça je referme cette parenthèse. Donc, j'avais commencé à parler de François Hollande. Je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire pourquoi Macron arrive à signer de tels décrets et qu'est-ce qui s'est passé. Quand on lit l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, donc je répète, c'est quelqu'un qui a fait des études à Amiens, donc il était au lycée. Alors on sait qu'il a rencontré comme prof de français. Et ensuite, il vient en terminale à Paris, dans un grand lycée, et il passe à l'ENA. Ensuite, il fait 2 ans et demi, et il fait 2 ans d'inspecteur pour l'État. Et puis, il est tout de suite recruté par la banque Rothschild aux États-Unis, où il va faire... C'était un stage d'ailleurs. Bon, peu importe. Mais après, il va travailler avec cette banque, il va revenir, etc.
Et quand on va lire certaines révélations, par exemple de l'avocat que j'aime pas beaucoup, Juan Branco, mais c'est comme ça, mais il a fait de bonnes révélations, dans son livre, il explique qu'il y a eu toute une manipulation qui a été faite pour faire d'Emmanuel Macron le président de la France. Et là, il y a eu un homme il a eu plusieurs hommes dans son entourage, mais dont le milliardaire qui est propriétaire de Free, ça c'est normal, mais il a aussi acheté des journaux comme Le Monde, etc. Et il a poussé Emmanuel Macron à être plus connu. Il s'est fait aider de Mimi Marchand, avec, vous voyez ses photos d'Angala, etc. Voilà. Et là, on a quand même quelque chose qui fait tilt, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, donc c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Quand vous lisez ou vous vous renseignez dans des personnes qui étaient à l'ENA à la même époque qu'Emmanuel Macron, ils vont dire mais je crois même il y a des commentaires, on le fait passer même pour un imbécile. Je crois que j'avais lu un mot, c'était on le faisait passer pour une bille ou alors un Forrest Gump. Donc c'est pas très glorieux pour quelqu'un qui va devenir plus tard président de la République. Mais on le voit même nous, quand on voit qu'il est président, mais il est président de quoi? Il comprend une chose sur deux, etc. Bon, je referme la parenthèse. Donc il y a eu des gens qui ont essayé de le pousser à devenir président. Et ça s'est fait dans les années, à la fin des années 2000 et début des années 2010, sous la présidence de François Hollande. Et là, tout était déjà tracé. C'est-à-dire, François Hollande ne devait pas se présenter, mais donc déjà il n'était pas très populaire. Normalement, il aurait dû se représenter, mais voilà, il y a eu des hésitations. Et il y a eu ce livre sur ce que ne devrait pas dire le président par 2 journalistes du Monde. Et c'est là où les journalistes du Monde, on va voir que c'est vraiment tordu, c'est que ils savent tous que les assassinats d'État sont interdits en France, mais ils vont le signaler, donc pour passer un message. Mais est-ce que ces journalistes, ils ont donné les enregistrements à un procureur de la République pour faire arrêter François Hollande? François Hollande a donné des ordres d'assassinat illégaux. Il doit être jugé. On va juger Sarkozy pour des affaires de financement, de petites magouilles, tout ça, et il prend de la prison. Même s'il la fait pas, mais il est condamné à des peines de prison. Et l'autre, François Hollande, il donne des ordres d'assassinat de plusieurs personnes, et il reste en liberté. Il n'y a même pas un juge qui vient l'interroger. Non, c'est pas normal. Et ces journalistes, c'est là que je veux pointer ces 2 journalistes. Les journalistes, c'est Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Les 2, ils sont dans Le Monde, et le titre, c'est « Un président ne devrait pas dire ça ». Il y a la page de Wikipédia. Donc ces journalistes, ils auraient dû saisir le procureur avec les enregistrements de François Hollande qui dit ça, pour que François Hollande soit inculpé. Mais ils ne l'ont pas fait. Et à qui appartient... donc ces 2 journalistes travaillent au Monde, et c'est des pourritures, parce que mettre en place une dictature, le fait de dire le pouvoir a le droit de tuer des gens sans que ce soit écrit dans la loi, c'est de la dictature. On arrive vers la dictature avec Emmanuel Macron. C'est pour ça que je maintiens qu'il va être destitué. Macron ne va pas tenir 2 mois, 3 mois, parce que on traînera la France là-dedans, et les journalistes avec. Et moi, je cherche ma liberté. Moi, je cherche à rentrer en France. Donc, tant que ce mec Macron, il est au pouvoir, et tant que des juges le protègent, moi, j'attaque. Et je vais monter en niveau. Et quand on va arriver à la France, il y aura des enquêtes. Donc, Macron, il va être obligé de démissionner. Soit l'Assemblée nationale le vire. Alors eux, ils ont peur de leur poste, ils ont peur de ne pas être réélus. Mais ils vont faire quoi à l'Assemblée nationale? Une fois que Macron il est viré, il y aura un autre président, il y aura des nouvelles législatives. Donc dans tous les cas, les députés ils sautent. Les députés actuels. Les collabos du Rassemblement national, des républicains, des socialistes, les filles, ça semble passer. On dirait il y a que, enfin bon, j'en sais rien. Il y en a 1 sur 2 qui passe. Il y en a un sur 2, il est pourri. J'ai oublié, les communistes sont des gros pourris. Notamment celui de ma circonscription. Alors, donc, un président ne devrait pas dire ça. C'est des journalistes du Monde qui lancent l'affaire et qui ne présentent pas les éléments pour faire arrêter
François Hollande, ou au moins le faire juger. C'est-à-dire qu'au moins qu'il soit entendu par un juge. Est-ce qu'il a vraiment donné des ordres illégaux de tuerie, de tuer des gens ou non? Voilà, donc ça, c'est l'aspect légal, et on croit que certaines personnes croient à tort, surtout les gens de droite ou d'extrême droite. Donc là, je viens de citer des partis que j'aimais pas, mais voilà, c'est comme ça. Et ces gens-là, ils croient à tort, c'est une croyance, que on a le droit de tuer des gens, que l'État a le droit de tuer des gens. Non, l'État n'a pas le droit de tuer de manière arbitraire des gens. Et ça, c'est de la perpétuité. Et ces partis autoritaires, ceux d'extrême droite, pourquoi ils sont autoritaires? Parce que quand vous n'avez pas trop d'idées, vous n'êtes pas capable de parler. Et donc, vous avez tort, je vais faire ça, je vais utiliser des policiers, je vais envoyer l'armée, je vais te contraindre, etc. Voilà, c'est juste des imbéciles. donc ces gens-là, vont autoriser des actions illégales de soi-disant l'État. Maintenant, on va avoir une deuxième réflexion. C'est mettez-vous à la place de ces soldats qui font des assassinats. Ils peuvent faire chanter, du chantage entre guillemets, les gens après. Les civils qui s'imbriquent dans ces opérations-là. On a vu les noms dans l'affaire Marie-Hélène Digny et Laurent Pasquali. Je vais vous donner les noms. Daniel Beaulieu, et puis bon, peu importe les noms, ça sera, on verra ça plus tard. Je donnerai des détails sur mes sites web, etc. Donc ces gens-là vont faire un chantage. Et ils vont dire, ok, tu as fait tuer un opposant politique, mais moi je vais dire que tel opposant politique a été tué, et pour des raisons politiques, on va dire. Et à cause de ce chantage, l'autre personne qui a fait ça, qui a donné l'ordre de tuer un homme politique, va dire non, je veux pas. Tu te tais, tu dis rien. Par contre, je lâche du lest. Et c'est là qu'on va voir intervenir les réseaux francs-maçons. Donc il s'agit de la loge Athanor. Elle a été temporairement fermée. Je pense qu'ils vont l'ouvrir bientôt pour que les affaires entre guillemets reprennent. C'est triste, mais c'est comme ça. On va les arrêter, ces gens-là. Et il va y avoir un chantage qui va dire, ok, tu nous as permis de tuer, on a tué pour toi un opposant politique, maintenant pour nous, pour des affaires de magouille, etc., on a envie, entre guillemets du business, de tuer telle ou telle personne, des gens qui nous gênent. Et c'est là le cadre. Alors, je maintiens que la juge qui enquête sur le cas de l'assassinat de Laurent Pasquali, elle est en train de fausser l'affaire. Elle est en train de faire croire que c'est une famille que c'est un couple des Hauts-de-France qui ont commandité l'assassinat pour une raison de dette de 100 000 € qui n'aurait pas été payée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui l'assassin. Ce n'est pas ces gens-là qui sont des assassins. Ces gens-là, ils vont être blanchis. En fait, ce que fait la juge, c'est qu'elle détourne le regard des vrais assassins. Mais les vrais assassins, on va les connaître. On va voir ça plus tard. Donc, pour l'instant, il y a des raisons personnelles où il y a des contrats 70 000 € pour tuer Laurent Pasquali. Le même contrat 70 000 € pour tuer Marie-Hélène Digny. Un autre contrat pour tuer un syndicaliste dans l'Ain. Un autre contrat pour voilà. Vous regarderez le complément d'enquête si vous voulez. Vous regarderez des journaux ou des sites qui ont traité de cette affaire. Je peux mettre quelques noms à côté. Et là, ça va être un échange. Mais ça reste des assassinats par les services de l'État. C'est-à-dire que ils font ce chantage, ils font un échange en disant OK, tue un opposant politique et tue quelqu'un pour ton business, pour faire plaisir à des francs-maçons, par exemple, ou pour d'autres raisons. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment illégal, et je dis que Macron va tomber. Il va finir par tomber beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce qu'on espère. Je continuerai plus tard. Merci pour votre attention, pour ces petites explications, et puis à bientôt.